Par un après-midi d'été éclatant à Monte-Carlo, le soleil inondait les rues pavées de marbre blanc, où chaque pas résonnait comme un écho du temps. Lors d'une réception mondaine en bord de mer, au milieu des rires feutrés et du tintement des verres en cristal, une jeune femme fit son entrée avec une allure à la fois fière et discrète. Charlotte Di Calypso, le nom qui avait déjà enflammé les podiums des plus grandes capitales, semblait apporter avec elle le souffle même de la haute couture. Réputée pour ses yeux bleus profonds, capable de traverser toutes les couches de lumière et de regard, et pour une beauté à la fois fine et acérée, elle captivait photographes et créateurs. Pourtant, ce qui marqua durablement les esprits ne fut pas seulement ses passages sous les projecteurs de Paris ou de New York, mais ce moment inattendu où elle décida de quitter l'orbite de la gloire à un instant où toute top modèle aurait rêvé de rester au sommet. Dès lors, son nom ne se lia plus seulement aux défilés et aux campagnes luxueuses, mais aussi à une question ouverte. Qu'est-ce qui pouvait pousser une mannequin iconique à abandonner volontairement les projecteurs au moment même où le monde entier désirait encore la voir fouler les podiums? Charlotte Di Calypso est née en 1990 dans la petite ville côtière de La Baule, sur la façade ouest de la France. Connue pour sa longue plage et ses villas Belle Époque, La Baule est bien loin des strass et paillettes de la mode internationale. Sa famille appartenait à la classe moyenne. Un père ingénieur maritime, une mère professeure de musique. Dès l'enfance, Charlotte s'habitua au rythme paisible d'une ville balnéaire où le matin était bercé par le bruit des vagues et l'après-midi parfumé de sel marin. Enfant vive mais capable de longs moments de réflexion, elle passait des heures assises sur le sable à contempler l'horizon, rêvant à des contrées lointaines. Sa mère racontait que, toute petite déjà, Charlotte aimait choisir ses propres vêtements, allant jusqu'à associer les vieilles robes maternelles à des foulards pour créer sa collection personnelle. Son école était modeste, et la plupart des élèves se connaissaient depuis l'enfance. Dans cet environnement, Charlotte se distinguait non pas par son statut social, mais par sa grande taille et ses traits marqués. Cette différence lui valut parfois des moqueries, trop mince, trop grande, trop différente. Un professeur conseilla même à sa mère de l'inscrire à un sport pour équilibrer sa silhouette, remarque qui la fit se sentir à part à seulement 13 ans. En dehors des cours, Charlotte aidait son père à réparer les bateaux ou accompagnait sa mère lors de concerts locaux. La mer et la musique nourrissaient son imaginaire. Le métier de mannequin ne lui traversait pas l'esprit. Dans cette petite ville, personne n'envisageait une telle carrière. Son rêve d'alors était de devenir exploratrice ou photographe de voyage pour fuir l'horizon familier de La Baule. Un changement décisif survint à l'été de ses 15 ans. En voyage à Paris avec sa famille, elle découvrit l'avenue des Champs, Élysée, ses boutiques de luxe, les silhouettes élégantes et les affiches monumentales de Dior ou Chanel. Sans le savoir, ces images deviendraient les jalons de son futur. De retour à La Baule, Charlotte commença à expérimenter avec l'appareil photo argentique de son père. D'abord, elle capturait la mer et ses amis. Peu à peu, l'objectif se tourna vers elle-même. Ses camarades disaient qu'elle prenait bien la pose et sa mère commença à garder précieusement ses clichés dans un album comme si elle pressentait que quelque chose se préparait. Charlotte ignorait encore qu'elle portait en elle une énergie discrète mais puissante, un mélange de soif de découverte et de désir de s'affirmer. Cette force, plus tard, lui permettrait de fouler les podiums de Paris, New York ou Milan avec l'assurance d'une top modèle, tout en restant fidèle à ses origines. Le tournant pour Charlotte arriva en 2005, l'année de ses 15 ans. Un petit événement de mode organisé à Nantes, la grande ville la plus proche de La Baule, attisa sa curiosité. Au départ, elle y alla simplement avec une amie, en spectatrice. Mais dans la foule ce jour-là, un photographe local, Laurent Morel, la remarqua. Il vit en elle bien plus qu'une adolescente grande et élancée. Il perçut cette présence silencieuse mais captivante, rare chez les jeunes filles. Laurent s'approcha, se présenta et lui demanda si elle avait déjà pensé à devenir mannequin. Charlotte rit, pensant à une formule de politesse. Mais Laurent insista. Il avait collaboré avec plusieurs magazines et pouvait organiser une séance d'essai. Pour Charlotte, c'était à la fois excitant et intimidant. Excitant, car une porte inconnue s'entr'ouvrait. Intimidant,
car sa famille n'avait jamais encouragé ce qu'elle jugeait trop lointain. De retour à la maison, Charlotte raconta l'histoire à sa mère. Surprise mais ouverte, celle-ci ne s'opposa pas, à condition de préserver ses études et sa sécurité. Son père, plus prudent, craignait qu'elle ne soit tapée par un milieu exigeant. Après une semaine de discussion, ils acceptèrent, à condition d'être présents lors des séances. La séance d'essai eut lieu dans un petit studio à Nantes. Charlotte portait une robe simple, maquillage léger. Raide au début, elle se détendit lorsque Laurent lança un morceau de jazz et entama la conversation. Peu à peu, son regard gagna en naturel et parfois en intensité. À la vue des photos, Charlotte elle-même fut surprise. Elle n'était plus seulement la fille du littoral, mais déjà une image de top modèle en devenir. Laurent envoya quelques clichés à un concours international pour jeunes mannequins, l'Elite Model Look France. Charlotte prit l'expérience à la légère. Pourtant, quelques semaines plus tard, un email confirma sa sélection en finale nationale à Paris. Cette fois, Charlotte n'était plus touriste dans la capitale. Elle entrait en coulisses aux côtés de dizaines d'autres candidates venues de tout le pays. Les projecteurs, les tenues somptueuses, le regard scrutateur des recruteurs, tout l'impressionnait. Lors de son passage, Charlotte choisit une démarche posée, un regard franc, sans imiter personne. Sa sincérité marqua le jury. Lorsque le nom de Charlotte Di Calypso fut annoncé comme gagnante de l'Elite Model Look France 2005, elle resta sans voix. Cette victoire l'envoya directement à la finale internationale et lui ouvrit la porte d'un contrat avec Elite Model Management, l'une des agences les plus prestigieuses au monde. Ce soir-là, depuis le balcon de son hôtel à Paris, Charlotte observa les lumières de la ville et sut qu'elle se trouvait à un carrefour décisif. L'excitation se mêlait à la pression, mais surtout, elle sentait qu'elle avait la force d'aller bien au-delà des vagues familières de la Baule. À la suite de sa victoire à l'Elite Model Look International, Charlotte Di Calypso signa officiellement avec Elite Model Management. En 2006, à seulement 16 ans, elle fit ses débuts sur les podiums internationaux, une progression fulgurante que beaucoup de mannequins mettent des années à atteindre. La Paris Fashion Week fut sa première grande scène, et dès cette saison d'ouverture, elle attira l'attention de Chanel. Le casting pour Chanel était réputé pour sa rigueur. Karl Lagerfeld, directeur artistique légendaire, observa Charlotte quelques secondes avant d'acquiescer. Il aimait cette alliance entre douceur française et froideur élégante. Lors du défilé printemps, été 2006, Charlotte eut l'honneur d'ouvrir le show, privilège rare pour une nouvelle venue. Sa démarche assurée, sa maîtrise de la lumière et de l'objectif lui valurent le surnom de perle rare de Chanel dans la presse. Dès lors, Charlotte enchaîna les collaborations avec Dior, Valentino, Gucci, Louis Vuitton. Sur chaque podium, elle démontrait sa capacité à se transformer. Chez Dior, elle incarnait la Parisienne sophistiquée. Chez Gucci, elle devenait mystérieuse et affirmée. Les photographes notaient qu'un simple changement dans ses yeux pouvait la faire passer de l'innocence à la séduction en une fraction de seconde, un talent qui distinguait une top modèle d'exception. En 2008, elle fit la couverture de Vogue Paris, un jalon essentiel dans la carrière de tout mannequin. Le shooting, réalisé par Patrick de Marchelier sur la côte bretonne, liait son origine maritime à son image de haute couture. Cette fusion séduisit le public. Pendant ces années, Charlotte vivait au rythme effréné de la mode, Paris, New York, Milan, Londres, parfois 5 ou 6 défilés par semaine, enchaînés par des campagnes publicitaires. Malgré la pression, elle restait concentrée, attendant son tour en coulisses, dans un calme presque méditatif. Sa singularité résidait dans sa capacité à raconter avec son corps. Chaque pas, chaque geste de main, chaque inclinaison de tête suivait la musique et l'ambiance du lieu. C'est cette approche narrative qui fit qu'on la réinvita saison après saison. En dehors des défilés, Charlotte devint l'égérie de campagnes mémorables. Une image d'elle, en robe de soirée Dior, sur les champs, élisée sous une pluie fine, est restée emblématique des années 2000. Les marques l'appréciaient pour sa beauté, mais aussi pour son professionnalisme. Ponctuelle, respectueuse de l'équipe, jamais une plainte malgré les horaires impossibles. En 2010, elle entra dans le top 50 models de Model.com.
consolidant son statut. Elle apparaissait sur de nombreuses couvertures, participait aux Fashion Week les plus prestigieuses et fréquentait les soirées exclusives aux côtés des plus grands créateurs. Pourtant, derrière les flashs et les applaudissements, Charlotte commençait à ressentir une fatigue sourde. Les voyages incessants, la discipline physique et l'exigence d'une image parfaite la poussaient à s'interroger. Vivait-elle encore sa passion, ou simplement le rythme imposé à toute top modèle au sommet? La réponse, à cette époque, restait en suspens. Ce qui fit de Charlotte Di Calypso une véritable icône, et non simplement une top modèle de plus, ce fut sa manière de prendre des décisions à contre-courant. Dès ses premières années, elle refusa plusieurs contrats publicitaires très lucratifs qui ne correspondaient pas à son image ou à ses valeurs. Une grande marque de cosmétiques lui proposa un contrat de plusieurs millions d'euros, à condition qu'elle se décolore les cheveux en blond platine et subisse des retouches esthétiques pour paraître plus adaptée au marché international. Charlotte déclina immédiatement, affirmant vouloir préserver son naturel et ses racines françaises. Ce choix fit polémique. Certains affirmaient qu'elle tournait le dos à une opportunité unique. Mais Charlotte voyait les choses autrement. Si le succès exige de devenir une autre personne, ce n'est plus un succès, confia-t-elle. Cette position renforça le respect que lui portaient plusieurs créateurs, et le public commença à la considérer comme un modèle d'intégrité. Charlotte se distingua aussi par son implication créative lors des séances photos. Elle discutait avec les photographes et stylistes pour comprendre l'intention artistique, puis proposait de petits ajustements. Un foulard placé autrement, un regard dirigé différemment, un geste plus fluide. Pour une campagne Louis Vuitton, elle suggéra de déplacer la prise de vue vers le pont Alexandre III au coucher du soleil, convaincue que la lumière y serait plus évocatrice. Le résultat devint l'une des campagnes les plus marquantes de l'année. Autre choix atypique. Elle participa à des projets artistiques indépendants, souvent sans rémunération importante. Elle posa pour un jeune photographe dans une série en noir et blanc sur « Les visages parisiens du quotidien », expliquant « Je ne veux pas oublier que la mode est aussi un art, pas seulement un commerce ». Ses positions fermes lui coûtèrent parfois des opportunités. Certains défilés internationaux exigeaient une perte de poids drastique en quelques jours. Charlotte refusa, ce qui entraîna son retrait de certaines listes de casting. Plutôt que de céder, elle choisit de se reposer et de privilégier des projets alignés avec sa vision. Ses collègues affirmaient que Charlotte possédait une présence unique. Elle ne cherchait pas à attirer l'attention, mais l'attention venait à elle. Plusieurs créateurs disaient qu'elle ne portait pas les vêtements, elle les vivait. La presse, de son côté, salua sa singularité. Un magazine français écrivit « Charlotte Di Calypso ne suit pas la tendance, elle crée la sienne, parfois discrètement, mais toujours de manière à marquer les esprits de la mode. » Au sommet, Charlotte savait que la célébrité pouvait s'éteindre, mais que le style et l'attitude resteraient. Chaque apparition était pensée comme une empreinte durable, non par l'éclat des tenues, mais par l'émotion qu'elle transmettait, un mélange rare de fierté, de liberté et d'authenticité, digne des plus grandes mannequins de son époque. En 2013, alors qu'elle était à l'apogée de sa carrière, Charlotte Di Calypso réduisit soudainement ses apparitions sur les podiums. Au départ, le milieu de la mode pensa qu'elle prenait une pause pour préparer un grand projet. Mais au fil des mois, son absence devint évidente. Les Fashion Weeks de Paris, Milan, New York se déroulèrent sans son nom sur les listes. Tout commença par un accident mineur lors d'une séance photo à Rome. En courant sur un sol en marbre glissant, Charlotte glissa et se blessa au genou. La blessure n'était pas assez grave pour forcer une retraite définitive, mais elle l'obligea à s'arrêter plusieurs mois. Pour une top modèle au sommet, quelques mois suffisent pour que l'industrie change et que de nouveaux visages prennent la place. Pendant sa convalescence, Charlotte retourna à la Baule. Pour la première fois depuis des années, elle retrouva le rythme lent de sa ville natale, marcher le matin le long de la plage, lire l'après-midi, dîner en famille le soir. Cette tranquillité apporta une paix inattendue, mais éveilla aussi une question. Voulait-elle vraiment replonger dans le tourbillon qu'exige la vie de mannequin international? Pendant ce temps, la presse spéculait. Certains magazines affirmaient qu'elle explorait d'autres horizons,
D'autres évoquaient un possible mariage et une retraite définitive. Charlotte garda le silence, ce qui ne fit qu'attiser la curiosité. En 2014, elle fit un bref retour à Paris pour un défilé caritatif au profit de l'UNICEF. Le public la reconnut aussitôt, mais beaucoup remarquèrent un changement. Silhouette plus douce, démarche plus lente, regard plus profond. Interrogée sur un éventuel retour, elle répondit simplement « Je ne sais pas encore, mais je sais que je ne suis plus la même ». Par la suite, elle déclina des propositions, y compris celles de marques avec lesquelles elle avait travaillé pendant des années. La raison principale, elle ne voulait plus se soumettre à un agenda écrasant et à la pression constante de l'image parfaite. Dans une rare interview, elle confia « La mode m'a donné beaucoup, mais elle m'a aussi pris beaucoup. J'ai besoin de temps pour me retrouver ». À partir de 2015, Charlotte disparut presque complètement des radars médiatiques. Son compte Instagram ne montrait que quelques photos de mer et de paysages, aucune liée au défilé. Cette absence prolongée transforma son nom en une légende discrète, évoquée davantage dans les conversations de coulisses que dans les pages des magazines. Des collègues racontèrent qu'elle s'était tournée vers la photographie, capturant principalement des paysages et des portraits du quotidien. Sans jamais annoncer officiellement ce changement, certaines de ses œuvres signées apparurent dans des expositions locales, empreintes de lumière et de poésie maritime. Même loin des podiums, l'influence de Charlotte demeurait. De jeunes mannequins déclaraient avoir choisi ce métier après l'avoir vu ouvrir un défilé Chanel ou figurer en couverture de Vogue. Mais pour Charlotte, cette époque glorieuse semblait refermée, comme une vague qui se retire silencieusement, laissant sur le sable des empreintes qui s'effacent lentement. Aujourd'hui, lorsqu'on évoque Charlotte Di Calypso, le monde de la mode se souvient d'un visage à la fois élégant et affirmé, celui d'une top modèle qui a atteint les sommets très tôt, mais qui a choisi de s'en éloigner alors que tout lui souriait encore. Sans tapage ni adieu spectaculaire, elle a refermé ce chapitre éclatant dans un silence assumé. Son héritage ne réside pas seulement dans les photos iconiques ou les défilés mémorables, mais surtout dans son attitude envers le métier. Rester fidèle à soi-même, savoir dire non aux propositions contraires à ses valeurs et préserver sa singularité dans une industrie qui tente souvent de remodeler ses talents. Pour ceux qui ont travaillé à ses côtés, Charlotte n'était pas seulement une mannequin, mais une artiste. Elle comprenait que la mode ne se limitait pas aux vêtements. C'était aussi une histoire et une émotion. Les créateurs qui l'ont connue parlent encore d'elle comme d'une muse capable de transformer chaque pas sur un podium en un instant inoubliable. Peut être que ce qui rend l'image de Charlotte si durable, c'est ce mystère qu'elle a su entretenir. Lorsqu'une figure choisit de s'effacer, alors que le public souhaite encore la voir, elle reste figée dans la mémoire collective à son apogée. Et parfois, cette éternité vaut bien plus que de continuer sous les feux des projecteurs.